Alors aujourd'hui, nous allons parler du marché noir des credentials avec Arnaud Garrigue. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Arnaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, carrément. Et écoutez, je suis ravi d'être là. Donc, je m'appelle Arnaud Garrigue, ça fait au moins 15 ans que je suis dans la cybersécurité, mais j'essaie de pas compter les vraies années. J'ai bossé 6 ans au ministère des Armées, donc en cybersécurité, cyberdéfense. J'ai aussi bossé dans le conseil, quelques grands groupes en audit, en pentest et en conseil de manière générale. Et depuis 2020, fin 2020, j'ai co-créé Breachhunt, qui est donc spécialisé sur la surveillance du dark web pour la cybersécurité. Alors Arnaud, quand on parle de credentials, on parle de quoi ? Alors, on parle surtout en fait de ce qui est procuré par les IAB. Donc les IAB, ce sont les Initial Access Brokers, ou revendeurs d'accès initiaux. Donc c'est une catégorie de la cybercriminalité qui aujourd'hui irrigue et en tous les cas semble être à l'origine de la plupart des attaques, de la majorité d'entre elles. En fait, on parle de login mot de passe, non ? Exactement. Alors on parle essentiellement de login mot de passe. Tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ouais, j'y arrivais. Mais on parle aussi de cookies de session, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de 2FA, de MFA, en tous les cas d'authentification avec d'autres facteurs. Et il n'empêche que les infostealers sont capables de dérober, ou les IAB sont capables de dérober les cookies de session pour les revendre, pour permettre d'avoir des accès initiaux. Et pour faire mentir Hervé, est-ce qu'on parle aussi de clés d'API, de clés SSH, ce genre de choses, ou ça c'est un domaine un peu à part ? Alors c'est une bonne question. J'ai pas souvenir d'avoir vu en soi des clés SSH, mais c'est pas parce que je l'ai pas vu que ça existe pas. Des clés API, ça nous est arrivé plus rarement. En revanche, on observe effectivement une évolution continue. Enfin, c'est le glaive et le bouclier très classiquement, donc les attaquants évoluent continuellement vers la compromission d'accès à des solutions de conservation de mots de passe type coffre-fort, etc., qui eux, donc plus naturellement, vont contenir d'autres éléments d'authentification. Mais le cookie de session, comment on peut le récupérer et le revendre ? Parce qu'il ne doit plus marcher. Alors, on peut le récupérer, on peut les extraire du navigateur. Il y avait c'est pas récent. Hein. Il y avait un marché qui s'appelait Genesis de mémoire qui faisait ça très bien. Il y a déjà 2-3 ans, qui a disparu depuis. Mais donc extraire un cookie de session d'un navigateur, c'est pas d'une difficulté extrême pour ces acteurs-là. Mais effectivement, comme les tickets Kerberos, comme tous ces éléments d'authentification, il y a une date limite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très bien la MFA, la 2FA, et qu'il faut surtout pas s'en priver. Mais c'est pas forcément non plus le bouclier absolu que parfois on dépeint. L'attaque d'Uber en 2022 illustre bien ça, parce que pour le coup c'est vraiment un infostealer qui est à l'origine du truc, et ça commence par un rejeu de cookies de session dans un Slack qui ensuite lance toute une attaque qui permet d'aller jusqu'à la compromission complète du domaine. Mais c'était le cas d'Electronic Arts aussi à l'époque. Oui, c'est possible. J'ai pas tous les cas en tête, mais c'est tout à fait possible, effectivement, oui. Tu parlais d'infostealer, qu'est-ce que c'est ? Alors merci, c'est une bonne question, j'en parle sans le décrire, c'est pas cool. Les infostealers, c'est vraiment une sous-partie, une sous-catégorie de la cybercriminalité. Cette cybercriminalité, elle a évolué, on va dire, dans le temps pour se professionnaliser. Elle a créé un écosystème, en fait, une véritable économie avec des fournisseurs, des consommateurs, etc. Tout le monde connaît les ransomware, etc., qui monétisent leurs actions au travers de la revente de données, de l'extorsion. Mais en fait, ces acteurs-là, ils ont envie d'être plus performants et donc ils ont sous-traité en fait une partie de l'attaque qui est justement celle de l'accès initial qui leur coûtait beaucoup de temps et d'énergie et de ressources au sens large du terme. Et donc, ils ont sous-traité ça à un groupe qui s'appelle les infostealers, qui ont la spécificité non pas de viser des organisations, mais de viser les gens de manière générale, en piégeant de manière massive dans le monde entier des utilisateurs, et notamment leurs équipements, donc c'est aussi bien leur téléphone que leurs tablettes, que leurs laptops, enfin leurs ordinateurs portables ou leurs ordinateurs de bureau. L'idée en fait c'est d'aller chercher ces logins, mots de passe, ces cookies de session, tous ces accès initiaux, là où les défenses ne sont pas forcément présentes. Le cas typique, c'est papa qui utilise à la maison, ou maman d'ailleurs, peu importe, l'accès à son mail corpo ou à son mail de boulot parce qu'il y a une urgence, et en même temps il y a les enfants qui vont utiliser un crack de jeux vidéo, et paf, ça fait un accès qui est dérobé, parce qu'en fait le crack de jeux vidéo dissimule
formuler un infostealer. Donc les infostealers visent bien les gens et non pas les organisations, récupèrent toutes les infos, et notamment les logins mots de passe que vous enregistrez ou qu'on enregistre dans notre navigateur, et ça je pense que beaucoup de gens le font, les packagent et les revendent ensuite pour qu'ils soient utilisés par d'autres acteurs qui vont faire des attaques plus classiques, typiquement les ransomware. Mais du coup, qu'est-ce qu'on connaît de cet écosystème ? Est-ce que tu es un criminel toi-même ? Est-ce que tu en as rencontré ? Alors, rencontrer physiquement, non, virtuellement, tous les jours. Est-ce que je suis un criminel ? Non, absolument pas. Je suis d'ailleurs, suivi par des... Non mais on dit toujours ça, hein. Oui, on dit toujours ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a recours à d'excellents professionnels du droit qui nous suivent de près. Je pense que certains que tu connais, Hervé, qui interviennent chez toi. Pas de nom sur la fréquence comme on dit, mais voilà, donc on fait pas de bêtises, on a un cadre légal, on s'y tient, et ce cadre légal il nous permet de travailler en toute sérénité et de rendre ce service chez Bridgeshot. Maintenant, pour répondre à la question des infostealers, nous effectivement on les a beaucoup étudiés. En fait, ces groupes vivent effectivement sur le dark web, donc ils se rendent compte où ils peuvent échanger sur certains des forums. On voit des captures de forums, c'est toujours les mêmes choses sur LinkedIn, alors ça peut être là, mais la majorité des choses se font quand même beaucoup sur Telegram. Et donc la plupart des magasins, on appelle ça des clouds dans le jargon, ils utilisent ce terme-là, qui sont en fait des canaux Telegram ou des channels plus ou moins automatisés, avec des systèmes de support, des systèmes d'achat, etc. Et par ailleurs, donc pour la distribution, la coordination, vous allez donc être sur Telegram. Et par ailleurs, vous allez avoir des cas particuliers, vous allez avoir des sites web, services cachés ou pas sur Tor, c'est pas forcément caché, des fois c'est du clear web très classique. Et ou des outils qui sont revendus par ces groupes-là, qui vont être disponibles sur des sites web ou des modes de consultation classiques. On a, mais beaucoup plus à la marge, un petit peu de Discord également. Ça vaut combien un cookie ? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors un cookie, ou de manière générale, c'est pas forcément le cookie qui est revendu, c'est plutôt une archive, donc un zip, un RAR, enfin en tous les cas un élément qui compressé et chiffré, qui représente un petit peu l'empreinte de la machine. Dans cette archive, on va retrouver souvent des fichiers texte à plat, dans lesquels vont être extraits donc les mots de passe d'une part, les cookies d'autre part, les historiques de navigation enfin, et puis tout un tas de fichiers intéressants qui sont des fois simplement les empreintes de la machine. Ça va être son adresse IP, plus ou moins un pays de localisation, quels sont les fichiers les programmes exécutés, quels sont les programmes installés, et puis plus récemment tout ce qui est wallet crypto, échange crypto, etc. Parce que il y a beaucoup d'argent là-dedans et donc ça intéresse les criminels. Et donc c'est ces archives-là qui sont extraits des machines qui sont revendues. Et le prix donc, ça varie entre, on va dire entre 2 et 10 dollars à peu près, en moyenne si on les achète à l'unité, sachant qu'on peut les acheter en masse. Et là on va avoir des prix par exemple qui vont aller de 100 $ pour un accès de, je sais pas, une semaine ou une journée jusqu'à 1500 pour un accès, comme ils disent, lifetime. Sauf que les clouds, enfin les fameux revendeurs, les fameux marchés, n'ont pas forcément une vie très très longue, donc je suis pas sûr que beaucoup de gens achètent les lifetime. Là, tu parles de temps, alors que j'avais compris que c'était des fichiers. Oui. Donc, c'est l'accès à ces fichiers pendant un temps donné qui est vendu, c'est ça ? Non. En fait, quand l'infostealer s'exécute sur la machine, il produit une archive ZipRAR, donc chiffrée, qui est ensuite mise à disposition, qui est récupérée et collectée par un C2, qui est souvent unique d'ailleurs. Les infostealers revendent ou mettent à disposition une infrastructure de collecte également, et ensuite ils vont packager et récupérer toutes ces données qui vont mettre et diffuser, voilà, le terme exact c'est plutôt diffuser à travers Telegram. Mais il n'y a aucune qualification qui est faite. Enfin, tu parlais de wallet crypto, je dis un wallet dans lequel il y a 10 millions de dollars, ça se vend pas de $2 quand même, non ? Alors, c'est mon ami et cofondateur Hugo a une très belle image, enfin très belle je sais pas, mais je vais vous la partager. L'infostealer et globalement l'écosystème de la data et de la cybercriminalité, c'est un petit peu comme la baleine qui dérive sur l'océan, qui malheureusement, la baleine morte, et tout le monde vient manger des bouts sur la baleine en fait. Et à la fin, tout le monde a mangé des bouts sur la baleine. Mais ceux qui les ont mangés au début et qui ont les bouts les plus savoureux, aujourd'hui ce sont les concepteurs d'infostealers qui du coup récupèrent les données avant tout le monde, regardent et traitent probablement de manière automatique tout ce qui a trait au wallet crypto pour en extraire la valeur, et ensuite ils mettent à disposition les données.
une image qu'on évoque souvent chez Bridgent, c'est pas la taille de la piscine, c'est-à-dire la quantité de données que vous avez, c'est à quel point cette donnée est fraîche, qui est l'enjeu majeur aujourd'hui pour une défense efficace. À 4 ou 6 mois, tout le monde finit par avoir les données. C'est pour ça que le concepteur... Pour une défense efficace ou pour une attaque réussie? Alors, les deux. C'est une très bonne question. C'est pas vendu au kilo, c'est vendu en fonction de la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Mais aussi au kilo. Les deux, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est important pour l'attaquant, c'est d'avoir des données fraîches, parce qu'il est sûr comme ça que l'accès, le crédentiel, le couple, le guide mot de passe est vivant, actif, et du coup peut être réutilisé. C'est encore plus vrai pour les cookies de session qui ont une durée de vie encore plus limitée. En revanche, à terme, tout le monde finira par avoir ces données. C'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'Ava Beanpond régulièrement publie des milliards de crédentiels, etc. Mais c'est juste qu'ils sont dans la nature depuis très très longtemps. Et côté défense maintenant, et c'est effectivement la spécificité un peu de ce qu'on essaie de proposer chez Bridgent, c'est de dire, si on arrive à être au plus près de la source initiale de la compromission, c'est-à-dire du côté de la personne, de son équipement compromis, avant que ce crédentiel ne soit réutilisé par un acteur plus typique contre une organisation, dans ce cas-là, on a gagné un temps fou, parce que en fait, on a pu fermer une des portes d'entrée dans un système d'attaque qui est aujourd'hui considéré comme majoritaire, et où, si on est espérons-le, assez près de la réutilisation, et ça donne toujours une logique de patient zéro aux équipes de réaction qui du coup peuvent être plus efficaces. Donc il y a un double intérêt, être avant l'attaquant, et ça c'est quand on peut c'est le top, ou être proche, très proche d'une réutilisation, et donc faciliter le travail des équipes de réaction aux incidents. Et comment on fait ça? On compromet les C2 pour voir remonter les infos en temps réel? Parce que ce qui se faisait dans le monde du botnet, par exemple, il y avait pas mal de gens qui avaient des faux bots qui en fait étaient des agents qui récupéraient les cibles, enfin les fichiers de config pour les portails de phishing et des trucs comme ça, quoi. Ouais, carrément. C'est une approche, mais c'est pas celle qu'on a choisi d'utiliser, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le système, l'infra est quand même assez volatile. C'est pas forcément si évident de compromettre les C2. Ils sont plutôt bons de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens entre guillemets de se protéger contre ça. Ils ont les moyens de tester de manière extensive leur payload pour ne pas être détectés par les antivirus, les EDR, etc. Enfin, ils ont des moyens, donc ils sont équipés. En revanche, il est possible d'avoir accès aux données. Et il y a deux approches. Il y a effectivement des acteurs, y compris d'excellents acteurs en France, encore une fois, je cite pas de nom, mais ils sont très très bons, qui vont plutôt travailler sur la signature du malware. Très bien, c'est une bonne approche, elle est complètement complémentaire et elle a vraiment beaucoup de valeur. Et il y a une autre approche qui est celle de récupérer les données. Ça, c'est l'approche qu'on a choisie chez Bridgent, c'est véritablement d'aller chercher la donnée pour pouvoir récupérer, pour pouvoir déjà la traiter automatiquement, regarder ce qui intéresse ou ce qui menace nos clients et leur faire des remontées automatiques. Donc après, c'est effectivement tout un travail d'identification des sources, de travail sur la qualité des données et de la source pour pouvoir délivrer ce service. C'est un marché qui est très concurrentiel, parce que dans le domaine du ransomware, il y a quelques groupes bien connus, mais on va dire qu'il n'y en a pas des milliers. Dans le domaine de l'infostealer, j'ai l'impression qu'on en entend moins parler. Alors, est-ce que c'est des milliers d'étudiants qui font chacun leur truc dans leur coin, ou est-ce qu'il y a quand même des têtes de pont et qu'en ayant les 10 groupes majeurs, on récupère 90% des données? Ah oui, ok, tu parles des groupes d'infostealers eux-mêmes. Je pensais que tu parlais des concurrents. Je parlais des groupes d'attaquants, parce que tu vois, je sais pas, dans le ransomware, tout le monde connaît Clop, Black Basta, etc. Enfin... Il y en a pas tant que ça, parce que tout le monde n'est pas capable effectivement de monter les infras, de concevoir les malwares qui vont être capables de faire ce genre de choses. Ce qu'on va avoir en revanche, c'est à nouveau un découpage de cette économie, ou des acteurs de cette économie de marché noir et parallèle, criminel, on l'appelle comme on veut. On va avoir par exemple vraiment les stealers aujourd'hui, les info-stealers fournissent l'exécutable et les C2. Les campagnes ensuite de diffusion, elles sont organisées par des gens qui les achètent ou qui les louent pendant un temps donné, ou encore qui effectivement vont créer leur propre campagne. On a aussi des acteurs qu'on appelle des traffers. Encore une fois, il y a quelques belles études qui ont été faites en France par d'excellents acteurs de la CTI sur les traffers. Ce sont des gens qui vont utiliser les techniques de la publicité sur Internet pour ramener
pour ramener effectivement des victimes de la même. Alors ils vont aller mettre des messages sur YouTube, diffuser des choses, enfin utiliser plein de techniques pour vraiment ramener des potentielles victimes vers les Steelers. En revanche, ce que tu dis est juste, c'est pas non plus. Il y a beaucoup de groupes qui vont les utiliser, qui donc vont générer leur propre source de données, mais les Steelers eux-mêmes, c'est-à-dire les malwares et les infra de collecte, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une opération internationale qui implique d'ailleurs des acteurs policiers, juridiques français qui s'appelle Endgame, qui a à plusieurs reprises perturbé cet approvisionnement en visant des acteurs aussi connus que Luma ou plus récemment Radamantis. Globalement, ça a un impact local à un instant T qui est réel. Par contre, c'est pas forcément quelque chose qui tient dans le temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous, quelle est votre interaction avec cet écosystème ? Est-ce que vous payez pour avoir des leaks ? Alors, c'est une bonne question également, c'est une question qui revient souvent. Breachnet n'a pas besoin de payer pour avoir accès à ces leaks. Nous, ça fait très longtemps qu'on a identifié cette source de menace spécifique et l'impact qu'elle avait sur la physionomie des attaques de manière générale, et donc l'intérêt qu'il y avait à aller perturber cette chaîne logistique, parce que l'attaquant est un adversaire, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas le perturber. Et donc en fait on a depuis longtemps mis en place des méthodes d'accès on va dire en profondeur dans le dark web qui nous permettent d'avoir accès à l'intégralité de ces données. En complément, on fait un travail de fond sur la qualité de la donnée qui est, je pense, assez spécifique. Je suis pas sûr que tous nos concurrents le fassent. Je dis ça, je ne le sais pas. On fait par exemple beaucoup de travail d'analyse pour enlever les faux positifs, éviter les doublons, éviter de se faire avoir par des gens qui réutilisent de la donnée. Mais les concurrents, ils sont en France ou à l'étranger ? Alors, ça c'est une excellente question, Hervé, ça me permet d'aborder un thème qui nous est cher. La plupart de nos concurrents sont aujourd'hui plutôt à l'étranger. Il y a des acteurs en France qui revendent du service InfoStealer. La plupart de ceux que je connais, moi, je suis loin de tout connaître, se basent sur des services qui sont plutôt proposés par des acteurs étrangers. Aujourd'hui, on a deux types de... C'est étrangers, genre russe, chinois, israélien, américain. Non, parce qu'il y a étrangers, si tu veux, il y a allemand, enfin européen, et puis il y a pas du tout européen. Alors, c'est un peu les deux mon capitaine ou les trois mon capitaine. C'est également les usual suspects, à savoir on va retrouver des acteurs israéliens qui sont de toute façon très en pointe sur toutes les questions de cybersécurité, et puis des acteurs américains comme Recorded Future par exemple, ou des gens du Canada qui sont aussi plutôt pas mauvais, qu'on retrouve fréquemment en face de nous. En revanche également, et ça c'est plus drôle, on en a parlé à l'ECW, donc c'était en novembre 2025, on a fait état d'une fausse société qui s'appelle LeakCheck, qui est enregistrée en Angleterre de manière tout à fait légitime, et en OSINT on a pu remonter la trace jusqu'à des acteurs russes avec différents rebonds, et en fait démontrer que c'était une fausse société russe. Ah oui, mais eux c'est pour tromper l'ennemi, mais s'il y avait des vrais... Enfin, les Russes, je me dis que les gens qui sont plus près des malfaisants, peut-être ils sont plus au courant. Alors tout à fait, mais là se pose une autre question, c'est la confiance en fait. Le thème qu'on a abordé justement à l'ECW, c'est un peu la souveraineté, mais c'est pas la question de la souveraineté pour la souveraineté parce que ça fait joli, c'est simplement de dire, quand vous avez un intérêt, quand vos fournisseurs ont les mêmes intérêts que vous, vos intérêts sont alignés, il y a quand même moins de chances en tous les cas qu'ils vous dissimulent des données qui seraient critiques à un moment qui serait lui-même particulièrement sensible. Je vous donne un exemple. Dans une industrie sensible, par exemple, je sais pas, l'armement ou un truc comme ça, vous êtes en concurrence avec un acteur qui est, je sais pas, par exemple les États-Unis, et celui-ci et votre fournisseur d'InfoStealer est aussi aux États-Unis. Bon, il y a un moment donné, c'est bien de pas faire confiance à une seule personne qui, à un instant T, peut effectivement être tributaire d'intérêts qui sont pas les vôtres. Oui, donc il faut faire appel à plusieurs fournisseurs d'InfoStealer. Absolument. Et donc même si vous avez déjà un fournisseur qui vous donne des infos sur le darknet américain ou israélien, un bon franchouillard est nécessaire. Non mais exactement. Là tu t'as bien vendu là. Oui, en tout cas c'est important. C'est pas tant nous en soi, c'est recouper, avoir plusieurs sources et effectivement tester. Nous on propose systématiquement d'être testés, on se fait tester contre des mecs qui sont 200 qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus armés que nous, et c'est très bien comme ça. Et qu'est-ce que tu penses des solutions comme Moken
qui font des sortes de pots de miel très élaborés pour justement piéger les attaquants qui ont récupéré des données d'authentification et qui vont être persuadés les utiliser sur le véritable système alors qu'ils l'utilisent sur un faux. C'est une forme de concurrence pour vous ou c'est différent ? Je sais pas, peut-être que c'est une forme de concurrence, c'est certainement complémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des super acteurs CTI en France qui étudient eux les malwares pour aller fournir de la signature. C'est une autre façon de faire un peu la même chose que nous. Encore une fois, ça revient à se poser un peu la question de comment on organise des capacités de renseignement, c'est-à-dire d'aide à la décision finalement en matière de défense et de sécurité opérationnelle. Et donc à ce moment-là, il faut se dire, ok, j'ai un budget, j'ai des contraintes, quelles sont les meilleures solutions, les solutions les plus efficaces. Donc il faut évaluer, il faut mesurer, il faut être rationnel et pragmatique, mais il faut aussi avoir en tête que la seule analyse rationnelle et pragmatique ne peut pas suffire, ou alors elle doit intégrer une dimension de l'adversarialité, à savoir qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien, et que ces gens-là, ils peuvent avoir des intérêts différents de nous, et que ça doit faire partie désormais de la logique de fournisseur. Pardon ? Moi, je confirme. En ce moment, ça manque pas. Alors, pour faire le lien avec les technologies de déception, tu parlais d'éliminer les faux positifs. Comment on fait ? On teste les credentials en prod pour vérifier qu'ils sont encore bons ou... Alors, encore une fois, une excellente question. Je te remercie de me la poser, Nicolas. Nous, non. Jamais. Parce que c'est pas notre métier. Par contre, les clients le font avec leurs propres crédentiels et ils n'ont pas tout à fait tort. Ça leur permet de savoir si effectivement ils n'ont pas des faux positifs et donc ils nous demandent effectivement d'être en capacité de faire ça. L'idée, c'est, nous, on fait un travail en amont pour... on teste en fait les données qu'on a. On a pas mal de méthodes de test, on a pas mal de méthodes d'élimination des faux positifs. À la fin du cycle, si le client nous dit ça, a priori, c'était pas bon, c'était un faux positif, ça nous permet aussi d'assainir notre base de données et de dire, en fait, ce fournisseur-là, il s'est fichu de nous, ça marche pas. Il y a un autre truc qui est important, c'est que quand on donne une alerte, nous, on donne aussi du contexte. C'est-à-dire qu'on essaie de rapprocher toutes les informations qu'on peut avoir sur la machine compromise, de telle sorte à ce que même un échec sur un rejeu de crédentiel ne soit pas le seul et unique critère pour nos clients pour dire, ok, en fait, c'est un faux positif. Ils vont pouvoir regarder plus d'informations sur la machine qui a été compromise, de telle sorte à se dire, ok, mais il y a peut-être quelque chose qui mérite d'être creusé. C'est la première chose. La deuxième, c'est que nous, on a des techniques en gros, on prend des empreintes sur les 3 infos que sont l'URL ou le service désigné par une URL sur lequel on a un couple login-mot de passe, le login et le mot de passe. Là-dessus, on calcule un hash et ça nous fait une forme d'empreinte. Donc à partir du moment où on est capable de normaliser ça de manière assez approfondie, et c'est le cas, ça nous permet d'éviter aussi des faux positifs. Et enfin, on a des concurrents qui sont un peu barbares parfois et on arrive à avoir de l'info qui nous permet de nous comparer avec eux, qui permet de se comparer. Donc en fait, on est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer et de se challenger là-dessus, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le comment. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, la donnée qu'elle vous accédez est revendue. Donc, comment vous faites pour y accéder gratuitement ? Alors, je ne vais pas pouvoir te donner toutes les infos, clairement, parce que c'est de l'info qui est interne. Ça, je ne vais pas te donner l'info sur tous nos dispositifs, parce que ce sont des dispositifs qu'on a mis en place depuis longtemps, et c'est un peu aussi ce qui fait notre valeur ajoutée. Donc, c'est des choses, je ne pourrais pas te répondre complètement, et je te le dis de manière très transparente, et c'est pas du tout pour éviter la question. Mais clairement, aujourd'hui, c'est notre présence depuis longtemps dans le dark web, et le fait qu'on a fait partie des premiers en France à proposer ce type de service, parce qu'on avait vu on travaillait sur le dark web depuis longtemps dans des perspectives de gestion de la surface d'attaque, etc. Et on a fini par voir que ces acteurs montés devenaient de plus en plus importants, etc. Et donc en fait, on a mis en place des dispositifs qui sont... on parle parfois d'infiltration numérique, on a une partie qui est automatisée, une partie qui l'est pas. C'est-à-dire qu'on est capable une fois qu'on désigne une source, on est capable, à partir du moment de désigner une source de données, de la traiter complètement automatiquement jusqu'à l'alerte. C'est-à-dire la collecte, le traitement, le stockage, la mise en alerte, tout ça c'est automatisé, ça sert à rien d'extraordinaire. En revanche, la sélection des sources, la mise en place des avatars, le traitement de ces avatars, leur manière d'interaction, etc., tout ça c'est du travail humain de fond qui est fait depuis longtemps. Alors moi j'ai une question sur les clients. Qu'est-ce
qu'ils font avec cette information, parce que dans la plupart des SOC ou des CERT, ils s'abonnent à du flux MISP, ils reçoivent un IOC, ils vont bloquer au niveau DNS ou proxy. Là, si je reçois l'info que le cookie du SharePoint interne s'est retrouvé sur PC Gamer du salon, je fais quoi avec cette info ? Eh bien, deux choses. La première, c'est que... Alors, c'est le cookie, mais ça peut être aussi un couple login-mot de passe. Ça arrive assez récemment. En fait, la première question à se poser, c'est est-ce que ce truc est viable ? Est-ce que c'est pas une fausse information ? Est-ce que c'est pas un faux positif ? Si on est sûr que c'est pas un faux positif, on va se demander quelle machine a été compromise. Ça tombe bien, c'est une info qu'on est parfois capable de remonter, pas systématiquement. Mais quand on l'est, ça permet d'approfondir l'information. Dans les informations qui sont remontées aussi par les infostealers, on trouve le chemin du malware et on trouve aussi des informations de date. Donc tout ça, ça permet aux SOC et aux équipes de sécurité opérationnelle de matérialiser une timeline, voire d'aller parfois identifier la machine dans leur réseau sur la base du hardware ID qui est conservé et que nous, on fournit également. Donc en fait, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites, de vérification de la véracité, effectivement, est-ce que c'est un vrai crédentiel ? Est-ce que c'est une vraie machine de chez nous qui a été compromise ? Ou est-ce que c'est une machine, en fait, c'est du BIOD ou un truc du genre ? En tous les cas, c'est une machine qui ne nous appartient pas. Est-ce que je bloque ce crédentiel ? Est-ce que je bloque cette machine ? Est-ce que je vais pouvoir faire une analyse ou qu'est-ce que je vais pouvoir trouver si j'analyse effectivement toutes les activités de ce login ou de l'identité qui est derrière l'authentifiant, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'actions qui permettent soit de prévenir l'attaque, soit de réagir très vite derrière en disant ok, est-ce qu'elle n'a pas réutilisé, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un petit peu étonnants, je sais pas, si c'est un accès VPN et que le mec il se connecte toujours depuis la Belgique et qui commence à se connecter depuis peut-être un pays d'Asie du Sud-Est ou la Russie tout simplement, il y a peut-être des questions à se poser si le mec il n'était pas parti en voyage là-bas, quoi. En fait, ma question c'était plus sur l'automatisation. J'ai pas de doute qu'à titre individuel, si je reçois un mail, on va dire de Zataz qui me dit attention, votre mot de passe a fuité, je peux faire quelque chose. Mais si je suis dans un SOC, je reçois 1000 ou même 100 login mot de passe, pas forcément qualifié par rapport à l'application machin, ou c'est du Gmail, c'est du perso, etc. Est-ce que jusqu'à quel point c'est automatisable, jusqu'à quel point il faut ouvrir 100 tickets et avoir 100 personnes qui regardent ? Alors, ouais, c'est effectivement un cas qu'on observe également chez nos clients. En fait, il y a plusieurs cas pratiques ou cas d'usage pratiques dans lesquels nos services sont utiles ou dans lesquels est-ce qu'on fait utile. La première chose, c'est effectivement tes propres employés. Donc là, tu as envie d'ouvrir un ticket parce que tu as envie de savoir si vraiment c'est la machine qui a été compromise, à quel point les accès de la personne sont compromis aussi, donc il faut investiguer. Il y a aussi le cas du fournisseur. Typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Orange, en 2023, je crois, Orange Espagne avait eu des soucis de flux effectivement qui avaient été coupés, etc. Là-bas, c'était un infostealer qui avait piqué des accès d'un fournisseur. Donc c'est aussi ce cas d'usage où en fait on a des fournisseurs qui sont extérieurs, qui sont pas en France, qui sont à l'extérieur géographiquement et aussi au sens des structures, véritablement des sous-traitants, mais qui ont accès à des systèmes. Donc on a envie de savoir d'où vient le problème, et donc là aussi on a envie d'investiguer. Et puis il y a des cas aussi qui sont d'ailleurs en termes de volume, la majorité des cas où c'est des clients de nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients par exemple qui ont des sites web de revente ou des trucs qui sont moins standards, et là on n'a pas forcément envie d'investiguer, on a juste envie de reset le mot de passe et d'envoyer un mail automatique et emballer ses pesées entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend vraiment de la spécificité des clients, des sociétés qui utilisent ou qui sont victimes de ce type d'attaquant. Il y a un truc important dans ce que tu as dit, tu nous as parlé de Gmail, etc. Mais en fait, à part de très rares exceptions, on ne surveille pas du Gmail. Nous, ce qu'on met en fait et ce qu'on voit, c'est les domaines. Alors, on travaille sur la base des domaines déjà, et on met les domaines des clients. Mais donc, c'est des domaines corporate, ça va être du VPN, ça peut être un accès effectivement Azure ou des choses comme ça, mais c'est plus rarement du Gmail et du perso, et en tous les cas, si on les voit, on les remonte pas forcément. À l'inverse, si on détecte que le mec il a utilisé, ou la personne a utilisé son login pour créer un accès sur un site marchand, un truc sur lequel il avait rien à faire, on va le remonter. Donc on remonte pas tout non plus. On remonte ce qui est vraiment pertinent du point de vue de nos clients, de telle sorte déjà à ne pas les polluer, et puis en fait on remonte pas toutes les infos personnelles non plus, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ma question c'est, dans votre réseau de collecte du Dark Web, vous remontez combien d'unités d'information par jour? Est-ce qu'on se parle de 100, 1000 ou 10 millions? Non. Après, il y a des faux positifs, ouais. Il y a des choses à filtrer, mais... Les chiffres de la semaine dernière, c'était 12 millions par jour.
Donc vous avez potentiellement 12 millions d'identifiants, qui peuvent être des mots de passe ou des cookies ou des clés de session, des choses comme ça, avant déduplication qui rentrent dans le système. Oui. Ok, donc c'est pas traitable, même en ouvrant des tickets, c'est pas traitable par des humains. Non, c'est pas traitable. Et après, c'est la totalité de ce qu'on collecte. Il y a beaucoup de choses qui sont... notre approche à nous, c'est effectivement de surveiller sur les noms de domaine et de récupérer la donnée. Mais ça veut pas dire que tu as 12 millions aujourd'hui de trucs qui sont véritablement intéressants pour des boîtes françaises ou pas françaises d'ailleurs. Tu as beaucoup de choses qui sont des sites web sur lesquels il n'y aura jamais de protection, il y a du Gmail perso, il y a plein de choses. C'est énorme en fait comme contenu. Et qu'est-ce qu'on peut suggérer aux gens pour éviter de se faire infostyler ? C'est véritablement du comportemental. C'est-à-dire que les infostyleurs vont piéger les gens dans leur attitude qui les rendent les plus vulnérables sur Internet. Donc, tout ce qui est mélange des genres, c'est complètement à éviter. À partir du moment où vous avez du pro, du perso ensemble, généralement c'est catastrophique. Tout ce qui est raccourci, à savoir j'ai pas le petit utilitaire qui va bien dans ma boîte, je vais utiliser un truc que j'ai trouvé sur internet, c'est une catastrophe également. Tout ce qui est jeu, tout ce qui est crack de jeu, tout ce qui est logiciel contrefait, même des choses, des sites assez classiques de type alternative tout, etc. On va trouver des alternatives à des logiciels qui ne conviennent pas ou pour lesquels on n'a pas envie de payer des licences. Il y a beaucoup d'infostylers derrière. Il y a vraiment, ça fait partie des méthodes d'infection les plus classiques. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est véritablement ces logiques de mélange des genres, que ce soit d'ailleurs, par exemple, chez des fournisseurs, des clients, où en fait, ils vont travailler pour plusieurs fournisseurs, mais ils vont travailler n'importe comment. Il y a vraiment de tout qui permet, plus exactement, les infostylers, les traffers utilisent absolument tous les moyens pour aller piéger les gens et ils utilisent toutes les techniques de la pub, donc à partir de ce moment-là ça marche très très bien. C'est difficile, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui pour s'en protéger à part observer véritablement des bonnes pratiques d'isolation, d'hygiène numérique et de tout simplement d'éviter de faire n'importe quoi. Alors j'aimerais bien, enfin ou pas parce que du coup j'aurais peut-être plus de boulot, mais comme on l'a déjà évoqué, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui fournissent de la signature antivirale sur la base des infostylers, et du coup, si ça marchait, entre guillemets, on le saurait déjà, et il n'y aurait pas de raison de faire autrement que ce qu'on fait. Il n'y aurait pas de raison de proposer des alternatives ou des méthodes de détection complémentaires. La difficulté, c'est que les infostylers c'est pas gros. C'est pas du malware complexe. En soi, il y a peu de fonctionnalités, ça fait des choses assez rapidement, etc. Ça change un petit peu, mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas de pérennisation. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à rester sur les machines. Et donc, en gros, ils arrivaient, ils ne s'installaient pas au sens où il n'y avait pas de logique à rester, ils s'exécutaient, ils volaient les données, les remontaient, ils disparaissaient. Donc en fait, quand on ajoute ces aspects comportementaux, cette architecture logicielle, le fait qu'ils aient minimisé les fonctions et qu'en plus ils aient des moyens de passer leur temps à essayer de contourner les antivirus, on arrive à un modèle où l'antivirus, au sens large du terme, n'est pas forcément l'outil le plus adapté pour lutter contre ces malwares-là. Et est-ce qu'on peut recommander, par exemple, de ne pas sauvegarder ses mots de passe dans son navigateur ? Alors, oui, mais c'est quoi l'alternative ? Disons que si c'est pour revenir à les noter dans l'Excel à côté ou sur un papier ou des choses comme ça, je sais pas si c'est forcément mieux. C'est pas effectivement, la question s'est vraiment posée, est-ce que vraiment on peut recommander ça ? Et on se rend compte que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors bien évidemment, toutes les solutions qui sont basées sur des accès à plusieurs moyens d'authentification, y compris à des coffres-forts de mots de passe, etc., c'est mieux. Ça permet quand même ça rend plus compliqué la tâche de l'infostyler, et puis si vous n'êtes pas devant au moment où il est là, etc., ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'accéder vraiment à la donnée que vous essayez de protéger. Moi, je suis beaucoup plus coffre-fort de mots de passe, et quand la base de données elle est fermée, en plus derrière, j'ai d'autres solutions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Voilà, ça fait partie des solutions qu'on peut recommander. Maintenant, il y a aussi le quotidien, l'utilisabilité, etc. etc. Donc, on peut recommander des choses, effectivement. Maintenant,
l'intelligence aussi de ces criminels, c'est d'avoir identifié à la fois un comportement, des tendances et de les exploiter de manière assez maligne finalement pour fluidifier cette activité criminelle. Et des gens comme toi qui bossent sur les infostealers, vous avez quel type de relation avec ceux justement qui font de l'analyse de malware, de la CTI au sens recherche des logiciels malfaisants? Vous collaborez, vous partagez les clients ou non, vous vous ignorez Non, on s'ignore pas. On a commencé à discuter. On aimerait bien approfondir ces discussions parce que je pense que encore une fois, il y a matière à collaborer et c'est complémentaire pour les clients. C'était pas une évidence pour moi. En plus, du coup, la première fois que j'en ai discuté avec ces acteurs-là, ils m'ont dit « Ah mais nous, en fait, on fait pas ça, on s'intéresse entre guillemets, à la souche virale, etc. » Ok, bah super, en fait, nous, on fait pas ça et c'est complémentaire. Maintenant... Bah, c'est ce que je me dis, en fait, mais je me dis là, en t'écoutant. Donc, d'où ma question. Tu as tout à fait raison. Après, voilà, développer une boîte, c'est compliqué. Le moment, aujourd'hui, 2025, c'est compliqué en France pour la cyber, pour plein d'autres choses aussi. Et ça prend du temps, mais effectivement, la direction, en tous les cas, c'est d'aller collaborer avec ces gens-là, clairement. Ok, Arnaud, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Et merci déjà. Déjà, il faut que tu nous dises de quoi tu as besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu cherches des clients, peut-être tu cherches d'autres choses. Donc, n'hésite pas à dire... Nous, on cherche des partenaires. Clairement, aujourd'hui, c'est la direction qu'on prend. T'as dit un truc très juste, Hervé, qui est... c'était en creux dans la notion de partenariat que tu décrivais, c'est-à-dire que nous on est une petite brique très spécialisée, on vit assez bien d'être une petite brique très spécialisée aujourd'hui, peut-être qu'on fera d'autres choses plus tard, peut-être qu'on grossira, j'en sais rien, mais là aujourd'hui on pense que tout seul, sauf pour des structures qui sont déjà assez matures et qui sont capables vraiment de consommer les données, on sera beaucoup plus pertinent si on est capable de travailler avec des partenaires que des clients finaux. Ça veut pas dire qu'on veut pas des clients finaux, surtout s'ils sont matures et avec qui on peut travailler immédiatement. Mais nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des partenaires, ce qu'on appelle typiquement des MSSP. Tous les gens aujourd'hui qui offrent du service SOC, c'est des gens avec qui on peut ouvrir un dialogue parce que je pense qu'on leur donnera de quoi mieux protéger leurs clients. Et donc le mot de la fin. Un grand merci pour m'avoir invité. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir parler de cette activité qui me passionne. Et puis j'espère qu'on aura partagé des infos, vous aura appris des trucs et on aura contribué à vous enrichir. C'est vraiment l'objectif. J'ai été très absent de ces réseaux-là et c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de reparler un petit peu de notre quotidien, de notre activité. J'espère que ça vous a intéressé. En tous les cas, j'ai été ravi de partager ce moment-là avec vous. Plaisir partagé. Merci Arnaud d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.